Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sébastien Pacul. Bonjour Tristan. Voilà, nous présentons Sébastien, donc 44 ans, marié, 2 enfants, sétois depuis 3 générations, mais pas le profil de sétois. Enfin, le profil de sétois, c'est un peu le... c'est un peu le méridional, fêtard, voilà. Vous êtes d'origine catalane, vous êtes sur vos gardes, réservé, vous faites attention à ce que vous dites, vous êtes humble, voilà. Et on m'a dit que vous étiez sérieux, ce qui dénote quand même. Je suis. Donc voilà. Alors les Sétois l'appellent pas cool. Oui, c'est vrai, parce que c'est la déformation de mon nom, je le traîne depuis l'école. Et comme j'ai fait quelques réformes sur la sécurité, mais c'est pas cool. Pas cool. C'est pas cool à cause de Pacul, ou c'est pas cool parce que justement vous êtes sur vos gardes, sérieux, réservé. C'est pas cool à cause de Pacul, mais finalement ça a dérivé sur pas cool, sur mes adversaires. Voilà. Donc vous avez trempé dans la politique très tôt. Votre père était président du RPR. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, adjoint au maire. Adjoint au maire. Adjoint aux campagnes de Sarko, cheville ouvrière de la campagne de Vauquier aussi. Oui. Donc sarkozyste acharné, ça existe? Sarkozyste convaincu, pas acharné. Ça existe, il y en a beaucoup même. Bon, directeur commercial dans un groupe immobilier depuis 20 ans, très libéral. Il aime la boxe et le golf. Donc la boxe c'est pour donner des coups et le golf c'est pour c'est le côté stratège. Exactement. Mais aussi ça apprend à les recevoir les coups la boxe. Parce qu'en politique il faut savoir reprendre les coups. Très bien. Donc on va commencer par la une du numéro 803 de la Glorieuse. Donc on revient sur une affaire au plan des 4 seigneurs à Montpellier où le patrimoine est en danger. En effet, l'école d'architecture projette d'installer un parking sur une parcelle qui est monument historique. Alors on revient ensuite sur le rugby, toujours le rugby à Montpellier. Le rugby c'est important. Allez savoir pourquoi. Un article où l'on dit peut-être un jour on sera champion. Voilà, et on revient aussi sur LREM et on se pose la question, le nouveau monde, est-ce que c'est l'Amérique? Vaste question. N'est-ce pas? En tout cas, c'est pas les femmes. Ensuite, si vous le dites. Parce que quand on met au perchoir un homme à la place d'une femme, déjà le nouveau monde il est un peu enterré, non? Si vous le dites. Bon, ensuite, on revient sur l'anniversaire de Bernard Sérou, qui a regroupé les élus anti-Sorel et les hommes politiques. Bon anniversaire, Bernard. Vous y étiez? Non. Ensuite, on revient aussi sur la baston chez les écolos. Là, la guerre des places, ça joue des coudes là, pour les prochaines municipales. Et enfin, une petite info sur Delacroix et Vignal qui ont passé leurs vacances ensemble. Donc voilà pour le numéro 803, très croustillant comme d'habitude. On continue donc avec Sébastien, donc du tac au tac. Votre actualité, c'est que c'est l'élection donc à la présidence des Républicains. Voilà, donc commençons par être sétois, ça veut dire quoi? Être sétois, ça veut dire être né à Sète, aimer sa ville, être attaché à ses traditions, avoir une culture maritime. Et être attaché aussi à sa région, mais surtout aussi être ouvert d'esprit. Parce que Sète, c'est un port, et Sète, c'est une ville qui s'est enrichie des cultures extérieures, et donc il faut toujours être ouvert sur le monde, sur la mer et sur les autres. Et pourquoi ce serait un Sétois qui serait président des Républicains face à la grande métropole et la ville et Béziers? Sète, c'est le centre du Oui, département. Ensuite, c'est pas une question de ville, c'est une question de mérite. Sète, c'est quand même une ville qui, depuis 1982, n'est passée qu'une seule fois aux mains de la gauche. C'est pas pour rien, c'était le seul qui a gagné, c'était François Liberty. Et c'est quand même Yves Marchand qui a offert la mairie parce qu'il pouvait la gagner. Et puis, c'est toi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai trempé dedans quand j'étais petit et je mène un travail acharné depuis Sète sur tout le département et j'ai réussi à élargir mon aura partout, notamment grâce aux campagnes de Nicolas Sarkozy et aux campagnes de Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, c'est à Sète que Nicolas Sarkozy avait enregistré son meilleur score pour les primaires au département de l'Hérault en étant second, contrairement au reste. Donc finalement, de Sète, on peut faire beaucoup de choses. Et regardez le rayonnement de Sète aujourd'hui, il
devient national et international. Alors moi aussi, je veux rayonner sur le département. Vous êtes délégué à la 7e Circo. Il y a combien d'adhérents dans cette circonscription? C'est une des plus grosses circonscriptions. Il y a 700 adhérents aujourd'hui. Et surtout, Combien 700. D'accord. Vous gonflez pas un peu là? Non, je gonfle pas un peu. Bon. 700 adhérents, 300 sur 7, 400 sur Agde. C'est normal. On a un maire sur Agde qui est de droite. On a un maire qui était LR sur 7 aussi. On a des animateurs de talent dont je fais partie. Il y a David Mazella aussi sur Agde qui fait un travail fantastique et qui, j'espère, me succédera à la tête de la circonscription. Et puis, c'est un petit peu ma recette fétiche que je voudrais appliquer sur le département, laisser la place à des jeunes. Donc j'ai David Mazella qui a une quarantaine d'années. Moi, j'ai une quarantaine d'années. Je veux mettre aussi quelqu'un sur Pézenas qui est Frédéric Cervellera qui a une quarantaine d'années. Et forcément, quand on renouvelle les cadres, on donne l'envie aux gens de nous suivre. Et en plus, on peut parler à toutes les générations, aux seniors comme aux plus jeunes. Et ça aussi, c'est mon objectif, parce que les partis, aujourd'hui, ils sont enfermés dans une clientèle, mais ils ne savent pas en sortir. Et donc, la circonscription de 7, c'est la plus importante de l'Hérault? Aujourd'hui, oui, après Béziers. D'accord. Donc, ça s'explique que c'est toi qui prennes la direction du parti. Exactement. On vous donne l'ultra favori. En fait, c'est simple, il n'y a pas de concurrence. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et c'est quand même incroyable. Bah, il y a deux choses à voir. La première, c'est que je fais l'unanimité vis-à-vis des militants depuis de nombreuses années. Donc à partir de là, les militants soutiennent très fortement ma candidature. Et pourquoi on m'a suggéré à l'époque d'être candidat? Parce que je réalise une équation qui est de parler, grosso modo, avec tous les maires de la région et de m'entendre bien avec eux. Je m'entends très bien avec Stéphane Rossignol, je m'entends très bien avec Gilles Létore, je m'entends bien aussi avec François Comel. Donc déjà, on a l'arc méditerranéen qui est bouclé autour du département. Est-ce que vous entendez bien avec Philippe Sorel? Je ne peux pas dire que je m'entende bien ou mal, on ne se côtoie pas. D'accord. Parce que depuis que vous avez déclaré que le meilleur candidat c'était Altrad, sinon il y aurait eu de l'eau dans le gaz, non? Pourquoi vous voulez qu'il y ait de l'eau dans le gaz? Les sondages parlent d'eux-mêmes, 26-23%. J'ai juste une vision pour Montpellier. Donc le départ de votre challenger Florence Amyot vous facilite la tâche. Quel est votre regard sur votre ex-concurrente? Je parle très rarement de mes concurrents. Exceptionnellement. Je vais vous dire, la glorieuse, je vais vous savoir ce que vous en je vous l'ai pensez. dit, j'ai été éduqué par Chirac. Bon, ça a fait pchit. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous avez une personne qui aujourd'hui a été en dissidence. Elle se plaint que le parti la maltraite. Sauf que ça a été la seule dissidente qui n'a pas été exclue des élections législatives. Donc déjà, on lui a fait une fleur. Et si j'avais été président, soit j'aurais fait cette fleur à tout le monde, soit je l'aurais fait à personne. Et pourquoi vous lui avez fait cette fleur? Je ne lui ai pas fait cette fleur. Moi, je siégeais au bureau départemental. Ça s'est arrêté là et c'est le bureau national qui en a décidé. Donc déjà, il ne faut pas se plaindre d'être victime quand finalement on est la seule personne qui s'en soit tirée fortement. Pourquoi peut-être pas la pire des valeurs qu'on aurait perdues. Pourquoi elle s'en est tirée comme ça? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est une énigme de l'histoire. C'est Dieu qui a arbitré pour elle? Je ne sais pas quel Dieu, mais en tout cas, elle n'a pas... Parce qu'elle est quand même un peu sévère. Elle dit, je me retire de cette élection où tout est tronqué. Une élection où les règles des statuts et de la déontologie du parti sont bafouées. C'est bien de parler des règles, des statuts et de la déontologie quand on ne s'est pas plié, en étant dissident, premièrement. Deuxièmement, les règles et les statuts, vouloir prendre le micro à quelqu'un quand il est en meeting alors qu'on n'est rien, ça ne se fait pas. Dire qu'ensuite on l'a exclu d'une réunion alors qu'elle était filmée, la réunion, et qu'elle est restée avec les militants jusqu'au bout, ça ne se fait pas. Et la première personne qui l'a reçue dans sa permanence à 7 pour la présenter aux militants, c'est moi. Donc si j'ai voulu tronquer les choses, ça ne serait pas fait. Ensuite, quand on prend mon aura, quand on prend ma carrière politique, mes personnalités politiques sur Facebook, je vous laisse juger de qui est une personnalité politique et qui est une personnalité qui veut diviser. Moi, je veux rassembler, donc je ne parlerai plus de rassemblement. Et comme on dit aux États-Unis, next. Next. Donc, next question. L'absence de candidat est-elle liée au peu d'intérêt que suscite ce poste de président des LR? On peut l'interpréter comme ça. Maintenant, comme je le dis, ma candidature fait l'union chez beaucoup de personnes.
donc je représente beaucoup de force, donc il y a des personnes qui ont peur de se présenter pour perdre. Ensuite, intérêt ou difficulté. Ce à quoi je postule aujourd'hui, c'est quand même un sacré challenge. Il faut remonter un parti. Parce que le parti, depuis les dernières élections, avec le choc Abour-Rossignol, a subi beaucoup de dommages. Ensuite, il y a le contexte national. Wauquiez, Pécresse, un possible retour de Sarkozy, qu'est-ce qui peut se passer? On ne le sait pas. Donc il faut aussi pouvoir parler à tout le monde. On connaît aussi l'état des finances des partis politiques aujourd'hui, avec la disparition des grands mandats, députés, comme on a pu perdre. Donc il y a aussi une situation financière à relever. Donc c'est un sacré challenge. Il n'y a peut-être que des fous comme moi pour le relever, mais j'en ai relevé d'autres et j'en relèverai encore. Au regard du bilan d'Elie Abou, vous sera-t-il facile de lui succéder? Le bilan d'Elie Abou, il a été élu dans la discordance. Ensuite, il est parti après les législatives parce qu'il n'a pas supporté, d'une part, la campagne qu'il a eue à son endroit et qui a été très difficile pour lui parce qu'on s'en est pris à ses origines. Après, facile, pas facile, je ne juge jamais mes prédécesseurs non plus. On verra ce que je ferai et on me jugera sur ce que j'ai fait. Donc vous ne jugez pas Je n'ai pas à la juger. Sa présidence, elle se résume donc en... Depuis un an, il est absent. Voilà. Donc il n'y a plus de présidence, il le sait, il n'aurait pas voulu que ce soit comme ça. Tant pis. Bon. Les quelques 3000 militants départementaux, je suis bien informé, C'est ça. à jour de leur cotisation, peuvent-ils peser face aux 10 000 marcheurs héroltés? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marcheur et qu'est-ce que c'est que 10 000 marcheurs? Non, mais tout le monde sait ce que c'est les marcheurs. Mais non. Ce sont des gens qui cliquent sur Internet et qui disent « moi je suis sympathisant ». J'en croise pas beaucoup dans la rue. C'est bizarre. Et vous estimez... Alors, je reformule ma question. Un marcheur vaut-il combien de militants à jour de cotisation? Alors, je vais dire que si j'avais 10 000 candidats, 10 000 candidats, pardon, je parle pour moi, là. Si j'avais 10 000 militants, je peux vous dire qu'on parlerait plus des Républicains que ce qu'on parle des marcheurs aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, les marcheurs, il y en a qui viennent parce qu'il y a des députés, donc ça fait bien d'être sur la liste. On connaît tout ça dans les partis politiques. Il y a de l'affluence quand on a des grands élus. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits sur un phénomène de mode. Moi, aujourd'hui, quand je suis à 3000, je suis rentré dans mon noyau dur. C'est-à-dire que je sais que j'ai peu de réserves. Eux, à 10 000, ils sont à fond. Mais à fond de quoi? Et avec qui? Et on verra, une fois que le mirage de Macron se sera écroulé, si les gens marchent toujours en avant ou en reculant. Alors, on parle beaucoup de vos ambitions sur 7. Ça en est où? Ça en est à ce que j'ai dit sur Midi Libre, la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez le répéter aux auditeurs de la Glorieuse? Il y a 3 options. La première des options, c'est François Commen décide ou ne peut pas se représenter pour une raison X ou Y. J'ai 2 mandats d'élu à mon actif sur la ville de Sète, donc ça fait 10 ans que je suis élu. Je vais être probablement président des Républicains. J'ai un projet sur 7, c'est vrai, que je déploie aux côtés de François Commen. Dans cette hypothèse-là, je serai candidat. Si François Commen part sous l'étiquette La République en marche, est-ce que les Républicains vont faire alliance avec La République en marche? Non. Donc à partir de là, il y aura un candidat des Républicains, que nommera Laurent Wauquiez. Il y a de fortes prétentions pour que ce soit moi, bien évidemment. La troisième des options, c'est François Commen se présente dans la même configuration que ce que nous sommes aujourd'hui. À ce moment-là, comme je l'ai dit encore même il y a 2 ans, nous aurons une discussion sur la composition de la liste, sur les rôles qu'on peut faire au sein de son équipe, et on continuera à travailler ensemble dans le bon sens. Parce qu'il peut se présenter Macron compatible, les Républicains, comme certains. On peut se présenter avec tout, mais la seule chose, c'est qu'il faut avoir une offre qui soit digeste pour les électeurs. Ouais, si je prends du Coca et du Coca Light, ça se mélange bien ensemble. Si je prends du Coca et de l'Orangina, c'est imbuvable. Donc je peux afficher toutes les étiquettes. Vous savez, c'est comme les voitures de rallye. Mais au bout d'un moment, il faut que l'électeur se retrouve dedans. Et moi, je veux que l'électeur se retrouve dedans. Et dans mon projet de présidence départementale d'ailleurs, je propose qu'il y ait des engagements clairs et précis pour les maires républicains pour que je puisse leur donner l'investiture. C'est trop facile de se présenter en disant je ferai blanc, et ensuite, 2 ans après les élections, de faire noir. Et parce que moi j'ai entendu dire qu'il y avait Rudy Lanos aussi du conseil municipal qui était en piste. Il a des questions pour lui aussi, il en a envie. Posez-lui la question, invitez-le. Il ne manquerait pas.
Je m'en doute, hein, si c'est pas fait. Alors, revenons sur votre soutien à Altrad, là. D'aucuns disent que c'est votre premier couac. Vous n'êtes même pas élu président des Républicains, que déjà vous avez foutu le bordel. Je sais pas si j'ai foutu le bordel. En tout cas, c'est pas le but. Le but, c'est de dire ce que je pense. C'est sûr que certains sont habitués à la langue de bois, on va voir, on choisira le meilleur candidat, nous discuterons, blabli blabla. Et 3 mois avant les élections, on vous sort un candidat du chapeau, là, je crois que vous avez votre chapeau. Personne ne le connaît, ou personne ne veut le soutenir, et on perd. Moi, je veux une vision pour Montpellier. Ça fait 20 ans que je bosse sur Montpellier. Ça fait 20 ans qu'on est dans de l'économie résidentielle. Vous bossez sur Montpellier. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on est sur de l'économie résidentielle. Moi, je veux voir des gens qui arrivent avec des projets économiques et je veux gagner Montpellier. Parce que si on ne gagne pas Montpellier, on ne gagnera pas la région. Et il faut aussi reprendre la région parce que c'est le moteur économique le plus puissant. Si ça doit passer par Moël Altrad, oui, il incarne quelque chose, c'est une réussite sans précédent. Ça passera par Moël Altrad. Si on me présente d'autres personnes qui sont capables de le faire, bien sûr. Mais mon idée aujourd'hui, et les sondages le démontrent, c'est qu'il y a quelque chose à faire derrière lui. Donc pourquoi pas le tenter? Et j'envoie un message en faisant ça. D'accord. Parce qu'Arnaud Julien, là, membre de la garde rapprochée de Vauquiez, vous a un peu reproché là, cette prise de position. Pas du tout. Non, le secrétaire général. Je l'ai encore vu au téléphone ce matin, à Arnaud, il n'y a aucun sujet par rapport à ça. Il n'y a aucun sujet. Ah, mauvaise information. Donc revenons à Laurent Wauquiez, là, votre chouchou. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça? Ouais, chouchou, c'est un peu gros comme terme, mais mon favori aujourd'hui. Voilà. Vous ne trouvez pas qu'il a fait une erreur là en souhaitant bonne rentrée là, aux lycéens de la région Auvergne? Alors, Auvergne. Est-ce que les maires sur Facebook ne mettent pas bonne rentrée? Ils mettent. Les maires, ils mettent ça pour les personnes qui sont dans les écoles primaires parce qu'ils les financent. Les lycéens sont financés par la région. Moi, ça ne me dérange pas que le financeur des lycées dise bonne rentrée. Après, non, c'est histoire de fichiers. qu'est-ce qu'on veut lui reprocher? De faire de l'électoralisme? D'exploiter des fichiers? Ça, c'est de la langue de bois, c'est de la bien-pensance. De toute façon, Laurent Wauquiez, s'il met un costume bleu marine, c'est parce que c'est un fasciste. S'il met un costume rouge le lendemain, c'est un communiste. On lui trouvera toujours les défauts. Comme à Nicolas Sarkozy. Maintenant, on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy, c'est l'homme le mieux placé pour représenter la droite. Mais on a fait des primaires et les a perdus. Donc je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser au fond et au projet des gens, plutôt qu'aux petites bestioles qu'ils ont sur leur blouson. Alors la question là, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire des primaires? Ah non, moi je ne veux pas entendre parler de primaire. Primaire, première et dernière, c'est mon slogan. Pour les présidentielles. Parce que de toute façon, les primaires, si déjà elles avaient été fermées, c'est-à-dire reconnues que pour les militants, on n'aurait absolument pas eu les mêmes résultats. Et les primaires ont eu pour conséquence, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, de faire perdre les candidats et les représentants les plus talentueux de leur génération. Donc, c'est une machine à échecs. La Ve République, c'est pas ça. C'est une machine à faire élire Macron. Macron a profité du vide. Peut-être que la machine à faire élire Macron, ça a été Fillon. Ou du moins l'affaire Fillon. Alors bon, votre parti, là, est quand même... il est donné à 15% là, aux européennes, là. Vous êtes au courant? Oui, je crois. Bon, dans l'Hérault, avec l'aspiration d'un côté LERM, de l'autre côté Ménard et compagnie, on est plus près des 10%, je pense, voire en dessous. C'est quand même pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Et les européennes, c'est pas mon objectif premier, on va dire, pour arriver à reconquérir le parti. Déjà, les européennes, il va falloir voir quelle tête de liste nous avons. C'est ça qui va incarner. Parce que si je vous dis aujourd'hui, au niveau des Républicains, quel est le programme pour les européennes? Vous me répondez quoi? Non, mais c'est pas moi qui réponds aux questions. Hein. Si je vous dis, si le Parti Socialiste vous présente son programme pour les européennes, est-ce que vous le connaissez? Personne ne le sait. Donc déjà, incarnons un programme, parce que c'est quand même l'échelon des plus importants aujourd'hui pour notre pays, puisque c'est de là dont partent les lois, c'est de là dont partent les finances principales, notamment de l'Europe à la région, et ensuite ayant un homme qui les incarne. Et à partir de là, on pourra faire campagne et dire quel score on va faire. Moi, je suis incapable de vous dire, 3 mois avant un Grand Prix de Formule 1,
Qui va arriver le premier alors que je ne connais pas les pilotes ni l'état des voitures? Et est-ce qu'il va pleuvoir sur le circuit ou pas? Pour l'instant, Macron, je pense qu'il va avoir des glissades avec la pluie. Hein. Donc, aux Républicains, là, il y a de nombreuses chapelles, il y a Juppé, Pécresse et j'en passe. Ça n'empêche pas un peu le parti de repartir. Bien sûr. Excusez-moi pour la redondance. Elle est normale, la redondance. Bien sûr que ça empêche le parti de partir. Vous savez, c'était le problème de l'UMP. L'UMP, on a fait une espèce de fourre-tout autour de Chirac. On a mis toutes les idées, toutes les idéologies, et il en est sorti une espèce de sauce consensuelle, mais qui tournait autour d'un homme, Jacques Chirac. Ça s'est poursuivi autour de Nicolas Sarkozy. Mais dans ce système-là, de toute façon, pour faire partir un parti vers le haut, il faut soit incarner des idées, soit avoir un homme fort. C'est exactement pareil que pour les européennes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des hommes affaiblis et qu'on a des idées qui se confrontent. Donc tant qu'on n'arrivera pas à rassembler ces idées-là, ça ne peut pas fonctionner. Mon idée principale, c'est qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'époque du RPR et de l'UDF. On discute au second tour. Mais par contre, on dit clairement aux électeurs ce qu'on a envie de leur proposer et on l'assume jusqu'au bout. Parce que si je sors de ce plateau en vous disant par exemple Altrad et qu'une autre personne parle 5 minutes après du même parti en vous disant Tartampion, ils pensent quoi les Républicains? Les gens ils disent on ne sait pas, donc je ne vais pas voter pour quelqu'un que je ne sais pas. C'est pour ça que les extrêmes marchent bien. Ils ont des programmes catastrophiques, mais on sait où ils vont. Êtes-vous partisan comme Robert et Emmanuel Ménard de l'union des droites? C'est un vaste sujet, l'union des droites aujourd'hui. L'union des droites, telle que le veut Ménard, on ne connaît pas les conditions, on ne sait pas où ça va, donc c'est un terme, c'est encore un fourre-tout. Vous fermez pas la porte, quoi. Moi, je ne ferme la porte à rien ni à personne, mais du moment où ils veulent travailler avec nous et pas qu'ils nous demandent d'aller travailler avec eux. Et qu'ils acceptent nos idées et pas qu'ils m'imposent leurs idées. Ensuite, l'union des droites, c'est quelque chose qui doit être décidé au niveau national. On a un président qui est Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, il a répondu très clairement sur des alliances avec le Rassemblement national. C'est non. Après, s'il y a des gens qui se rendent compte que leurs idées, finalement, peuvent être incarnées par les Républicains, ça se discute. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion ouverte là-dessus, et il n'y en aura pas tant que le parti ne sera pas en phase là-dessus. Élu président, là, vous serez en charge de faire des préconisations pour les investitures. Êtes-vous prêt? Aujourd'hui, on n'est pas prêt pour les investitures, et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, la proposition numéro 1 de mon programme de président départemental, c'est de faire voter les militants et de défendre leur position en commission nationale d'investiture. Pourquoi? Je prends les législatives. Les législatives, on a sorti des candidats un peu du chapeau, au dernier moment, plus ou moins connus. Premier clash, les militants ont dit nous, on n'est pas d'accord avec cette situation-là. Donc, on ne les soutiendra pas. Donc, on prend des gens qui sont déjà déconnectés de la base. Ensuite, on avait des gens compétents, qui, eux, sont partis en dissidence parce qu'ils se sont sentis trahis et parce que nos militants sont allés les voir. La réaction, ça a été de dire, on les suspend du parti. Donc, on s'est encore plus détruit avec ce système-là que lors des présidentielles et des primaires. Je respecterai ce que me dira la Commission nationale d'investiture. Mais je pense qu'à Paris, ils ont besoin d'avoir le sentiment des militants, parce que les militants aujourd'hui en ont marre de payer 30 € et de ne pouvoir décider de rien. Ok, ben on va terminer par les deux dernières questions. Donc la question traditionnelle, langue de paye. Donc je suis sorti... C'est toi sa langue de paye. Non, je suis sorti dans la rue tout à l'heure et j'ai dit, voilà, je reçois le futur patron des Républicains. Est-ce qu'il y a une... Et je suis tombé sur une personne qui m'a dit, posez-lui cette question, donnez-moi une bonne raison de voter dans un parti où il y a Joseph Francis. Vous croisez des gens dans la rue qui sont quand même drôlement initiés. Mais bah oui, ça arrive. Hein. Le Montpellierais s'intéresse à la politique. Il sait ce qui se passe, il connaît l'histoire politique de Montpellier. Alors, je crois qu'il y a erreur parce qu'il est patron de l'UDI. D'ailleurs, il m'avait invité ce week-end aux universités d'été de l'UDI à Perpignan. Il n'est pas dans le parti. Il n'est pas au Républicain. Première chose.
D'accord. Après, c'est quelqu'un qui est à l'UDI et qui soutient encore les Républicains, ce qui n'est pas le cas de Lagarde au niveau national. Donc je préfère quelqu'un qui soutienne les Républicains qu'autre chose. Après, nous avons des relations cordiales, mais je suis président d'un parti. Dans un mois, certainement, il sera président de notre parti. Nous échangerons en tant que tel, et pas comme des jumeaux, ni autre chose. Voilà, et la dernière question, Monsieur Pacul, donc les questions On ne va pas l'avoir avant. Je vais gagner quelque chose. Vous écrivez mal quand même. Hein. Peut-on dire que LR est vraiment dans l'opposition à Macron? Des exemples. Elle me va bien cette question. Vous voyez. Alors, On a posé que des l'opposition à questions Macron, je pense que Laurent Wauquiez l'incarne très bien. Malgré ce que pensent certains. L'opposition à Macron, c'est très simple. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'il a fait aux retraités? Absolument pas. Est-ce que dans notre programme, l'augmentation de l'essence, c'était quelque chose que nous voulions? Absolument pas. Sa politique migratoire. Bon, prenons l'essence. Quand je lis le journal officiel du mois de juillet, sa politique migratoire, aujourd'hui, c'est une liste pléthorique, alors que nous sommes pour des quotas. Donc non, nous ne soutenons pas la politique de Macron. Certaines de chez nous se disent macro-compatibles. Mais ça, c'est de la politique. Mais Le ça, prix non. de l'essence, il augmente depuis 25 ans. Non, les Politique taxes. de Pas droite. le prix de l'essence, les taxes. Oui, mais enfin bon, tout le monde se fout de notre gueule là-dessus. Et ça augmente régulièrement, l'État s'en met 90% dans la poche, Exactement. et ça augmente régulièrement sous des gouvernements de droite, socialistes, et maintenant avec Macron. Donc c'est pas c'est pas un marqueur, ça. La seule chose où je suis d'accord avec Macron, je vais vous dire, c'est qu'il a remis la défiscalisation sur les heures supplémentaires, chose que Sarkozy avait faite. Sinon, pour tout le reste, c'est zéro pointé. Et sur la sécurité, il suffit de voir les chiffres, de voir ce qui se passe à Montpellier, de voir ce qui se passe de partout. Je suis désolé. C'est le bilan le plus catastrophique qui y ait après Hollande. J'avais dit à l'époque que Macron était le fils spirituel de Hollande. Vous pouvez vérifier, c'était marqué. Il l'est. J'étais un fervent opposant de Hollande. Je resterai toujours un fervent opposant de Macron. Ok, très bien, mais je vous remercie. Avec plaisir. Merci beaucoup.